bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur les enjeux de la dynamique bancaire africaine, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la transition digitale. Au programme également de cette émission, un accord de cessez-le-feu a été signé au Soudan du Sud entre la rébellion et le gouvernement. Et au Cameroun, des soldats mutins ont été mis aux arrêts après avoir manifesté. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Abdoulaye Touré, vous êtes consultant dans le digital, bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également Achille Boma, vous êtes responsable des ventes à l'international à Eri Bancaire, bienvenue. Merci beaucoup et merci beaucoup de nous recevoir et donc allons-y. Et notre éditorialiste Daouda Tal, bienvenue Daouda. Merci Fanny, plaisir de vous retrouver sur ce plateau et bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Au Soudan du Sud, un accord a été signé ce dimanche 4 juin entre le gouvernement et des représentants de la rébellion SPLA de l'ancien vice-président Riek Machar. L'accord concerne l'État de Yéhi. Si le texte a bien été signé par les deux parties, la rébellion apparaît divisée. Mélina Bokassa et Sharon Kamara. Cessez-le-feu au Soudan du Sud. L'accord a été signé ce dimanche 4 juin à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et une faction rebelle de l'armée de libération des peuples du Soudan basée dans l'état du fleuve Yéhi. Cet accord vient mettre fin à des mois de combat qui ont fait des milliers de déplacés. Au mois de juillet l'année dernière, après les accrochages dans la capitale entre l'ancien vice-président Riek Machar et les forces loyales au président Salva Kiir, le gouvernement a encouragé l'ancien chef négociateur à faire une dissidence et à signer un accord avec le gouvernement, et que lui, en tant que tel, il représente l'ancienne rébellion. C'est ce que Riek Machar rejette en bloc. Et il demande l'ouverture de nouvelles négociations. L'accord comprend un cessez-le-feu permanent, mais aussi l'ouverture immédiate des routes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services. À noter que sont prévus également un retour rapide et volontaire des communautés réfugiées dans les pays voisins, ainsi que l'intégration des combattants SPLA-IO dans l'armée nationale. L'accord a été signé par un général de l'armée. Si c'était un vrai accord politique, serait signé par des autorités politiques, et il y a des petits groupuscules dans la région qui opèrent indépendamment les uns des autres. Et on les amène, on les présente en tant que partie de l'SPLM-IO. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont connus, on les amène comme ça et on les présente. La rébellion apparaît néanmoins divisée. Le camp de l'ancien vice-président Riek Machar affirme ne pas reconnaître cet accord ni le signataire censé le représenter. Depuis le début des combats en décembre 2013, 1,8 million de Sud-Soudanais auraient quitté leur pays et les efforts régionaux pour résoudre le conflit n'ont pas encore permis une sortie de crise. Daouda, que vous inspire cet accord de cessez-le-feu dans un pays où aucun accord n'a pour l'instant été respecté ? Oui, je pense qu'on va voir ce qui va se passer, mais je pense que déjà ça part mal. Ça part mal parce que le principal concerné, qui est Riek Machar, ne signe pas l'accord. Je pense qu'à partir de cet instant-là, même s'il y a une fraction qui serait d'accord pour la paix, une fraction des rebelles, en l'occurrence celle qui a accepté de signer l'accord, je pense que sans avoir mis sur la table l'ensemble des rebelles, ça me semble difficile d'aboutir à une véritable paix au Sud-Soudan. On se rappelle de l'accord qui avait été signé en août 2015 pour le coup, là, il y avait un plan bien clair, le retour de Riek Machar en tant que Premier ministre, etc. Un gouvernement d'union nationale, de partage vis-à-vis de Salva Kiir, des partisans de Salva Kiir et de ceux issus de la rébellion. Tout ça a volé en éclat à un moment donné. Donc aujourd'hui, on revient avec un accord, certes qu'il faut encourager. J'espère que cette fraction qui a signé pourra tirer l'autre fraction, mais il n'y a que ça comme condition pour qu'on puisse espérer une paix. Maintenant,
il faut dire que l'action de maintien de la paix n'est pas efficace non plus sur le terrain. On le voit, 1,6 million ou 1,8 million de déplacés, c'est quand même beaucoup. Donc il est temps de forcer la main à Riek Machar. Mais alors justement, comment expliquer que le gouvernement signe cet accord alors qu'il sait très bien qu'il a en face de lui uniquement une faction, vous l'avez dit, du mouvement rebelle? Oui, je pense que le gouvernement est preneur de tout accord de paix qui puisse lui permettre de maintenir le pouvoir, c'est-à-dire Salva Kiir, diriger le pays lui-même. Tout accord de paix serait entendu comme une sorte de soutien vis-à-vis de lui, puisque la faction qui signe ne délégitime pas, entre guillemets, le pouvoir de Salva Kiir. Donc il reste président, il dirige le pays. À mon avis, c'est positif pour lui. Donc je ne vois pas pourquoi il serait contre, d'autant plus que cet accord éloigne, enfin, quelque part, son principal opposant, qui est Riek Machar. Quelque part, c'est tout à prendre pour lui, puisque c'est divisé pour mieux régner. Abdoulaye Touré, quel regard portez-vous sur cette situation au Soudan du Sud? Qu'est-ce que cela vous inspire? Aujourd'hui, dans pas mal de conflits africains, on se rend compte que des accords sont signés à la va-vite, juste pour arranger une partie et pas une autre, et c'est des accords de façade. Quelques mois après ou quelques semaines après, on constate qu'il y a toujours des désengagements, même par rapport à ceux qui avaient signé dans un premier temps. Donc là, aujourd'hui, M. Tal vient de l'expliquer, on a eu un premier accord qui n'a pas été respecté. Donc aujourd'hui, on n'a aucune garantie que cet accord sera respecté. Donc quelque part, il faut essayer de faire revenir la faction rebelle qui n'est pas dans l'accord, au moins de trouver une trêve ou quelque chose comme ça, parce que sans ça... Justement, Daouda, la situation au Soudan du Sud est très critique sur le point humanitaire notamment. Est-ce qu'on est dans une impasse? On peut dire qu'on est dans une impasse là en ce moment? Dans mon élan positif, je préfère toujours garder en espoir. Mais quand même, je pense que c'est aujourd'hui en Afrique l'une des zones, l'une des régions les plus dramatiques, humainement parlant. Donc on s'enfonce dans quelque chose qui ressemble à une impasse. Malheureusement, que ce soit la communauté internationale essaye de faire des efforts, et puis le géant éthiopien aussi à côté. Mais vous savez, vous avez des soldats de maintien de la paix qui finalement ne connaissent même pas trop bien le terrain. Et cette région, le Soudan du Sud, la particularité, c'est que ceux qui maintiennent la paix et les soldats de l'ONU, finalement, c'est des Asiatiques pour beaucoup. C'est pas forcément des gens de la région ou des Africains de la région, etc. Et je pense qu'en termes d'efficacité, ça joue quand même. Et puis, c'est des soldats qui prennent pas des risques pour pouvoir protéger les civils. Il faut quand même prendre un minimum de risques. Bon, quand vous avez des missions comme ça qui sont pas très efficaces parce que les gens ne veulent pas forcément aller dans des zones très dangereuses, on l'a vu en Centrafrique aussi, hein. On l'a vu au Mali où des soldats de l'ONU sont assassinés. Donc tout ça pose problème. Donc pour revenir sur votre question, est-ce que c'est une impasse? Je pense que ça y ressemble quand même. Mais gardons espoir avec la médiation de l'Éthiopie, avec aussi la menace. Qu'est-ce qu'il faudrait là face, vous dites, à cette force onusienne qui finalement n'est pas vraiment efficace? Est-ce qu'il faudrait une force africaine, une médiation africaine? On a quand même certains pays comme l'Éthiopie qui sont déjà impliqués. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Oui, je pense qu'il faut déjà forcer la main aux deux qui se battent depuis longtemps et qui étaient avant des amis, qui sont devenus des ennemis avec l'indépendance. Ils se connaissent très bien, Salva Kiir et Riek Machar. Il faut leur forcer la main, mettre le bâton et la carotte, c'est-à-dire aussi brandir la menace du droit international, parce qu'il y a quand même des victimes qu'on peut attribuer à la fois au président Salva Kiir et à Riek Machar, leur dire, bon bah écoutez, il y a la menace, le droit international, vous pouvez être poursuivi, etc. Et puis il faut que l'Union africaine soutienne cette voie de justice internationale pour contraindre ceux qui se battent pour le pouvoir au détriment de tous ces civils qui sont morts, qui sont violés, etc. Pour les faire céder. Pour moi, c'est la seule solution aujourd'hui. Forcer la main militairement, c'est difficile parce que déployer une force étrangère ou de l'ONU avec mandat dans un pays souverain, avec mandat d'utiliser la violence contre le pouvoir, c'est difficile. Donc, bon, il faut continuer la médiation, menacée d'un point de vue du respect des droits humains.
Merci. Dans l'actualité également, au Cameroun, une trentaine de militaires engagés dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ont été mis aux arrêts. Ils avaient manifesté pour le paiement de leurs primes et leurs relèves. Ils risquent désormais des sanctions disciplinaires. Idolette Mirabel-Bissou. Des sanctions disciplinaires annoncées contre une trentaine de soldats au Cameroun. Ces militaires ont été mis aux arrêts après un mouvement d'humeur qui a bloqué la circulation sur la route nationale 1. Transférés par voie aérienne à Yaoundé dans la matinée du 5 juin 2017, ces derniers vont répondre de leurs actes devant le Conseil de discipline, conformément au règlement militaire. C'est une situation d'indiscipline avérée qui s'est traduite dans la matinée du samedi 3 juin 2017 dans la localité de Zigué par des soldats, une trentaine de soldats qui ont décidé de barricader la route au prétexte qu'ils leur réclamaient une relève immédiate de leur effectif et le versement de leurs primes de soldats internationaux. Dans la localité de Zigué, département du Logon et Chari au Cameroun, une trentaine de militaires en attente de relève au secteur numéro 1 de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad exigeaient le 3 juin 2017 le paiement des primes onusiennes versées aux soldats de la Commission du bassin du lac Tchad. Ils veulent avoir des primes dites de soldats internationaux, mais il ne s'agit pas du même contexte. Les primes qui sont servies aux militaires de maintien de la paix qui sont dans le contingent camerounais affecté à la MINUSCA, eh bien, sont les primes qui sont servies par les Nations Unies. Mais au niveau de la force multinationale mixte, il faudrait comprendre que ces primes sont en réalité prises en charge par les États pourvoyeurs. Pour le ministère camerounais de la Défense, la discipline doit rester la force principale des armées. L'incident enregistré dans la localité de Zigué n'altère aucunement la crédibilité et le professionnalisme des forces de défense qui, dans un contexte de guerre asymétrique avec le groupe terroriste Boko Haram, s'attellent au combat pour la préservation de l'intégrité territoriale et l'éradication du terrorisme au Cameroun. Daouda, c'est la première mutinerie de soldats camerounais. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, je pense qu'il faut condamner. Il faut condamner parce que c'est quand même une situation qui est dangereuse. Je m'explique, il faut condamner. Pourquoi? Parce que ça ne me semble pas légitime cette fois-ci. Quand il y a des soldats qui partent dans le cadre de contingents des Nations Unies ou de forces régionales, ouest-africaines, CEDEAO, etc., ça c'est régi par l'organisation, soit l'organisation mondiale, l'ONU, régionale, etc. Et c'est prévu des primes dans certains niveaux, on le sait à l'avance. Mais là, il s'agit quand même d'une armée à qui on fait appel pour lutter contre une menace qui concerne le pays même. Dont le pays, pour protéger le pays, la mission de la défense, c'est protéger, c'est garantir l'intégrité territoriale, c'est défendre la nation, défendre le pays. Et je pense que la lutte contre Boko Haram doit être lue dans ce sens. Donc je ne comprends pas que des soldats puissent demander que les primes qui leur sont dues, même s'il faut les mettre dans de bonnes conditions, soient alignées sur des primes des soldats des Nations Unies, qui sont par exemple des Africains appelés à combattre parfois même hors du territoire africain. Enfin, je veux dire, les contributions ne sont pas les mêmes des Nations Unies. Les contributions dont bénéficient les Nations Unies et celles qui sont données par les États quand il s'agit de défendre l'intégrité territoriale de l'État en question. Donc la demande est illégitime? Oui, je crois qu'il est normal qu'ils obtiennent des primes, mais des primes prévues dans un cadre normal au niveau de la défense camerounaise même. Parce que bon, quand on est dans ce type de situation de guerre contre Boko Haram, il faut mettre les gens dans de bonnes conditions. Je pense que ça, c'est le minimum. Et l'État camerounais doit le faire. Maintenant, de là à demander à ce que ce soit aligné sur les primes comme des missions des Nations Unies, on sait très bien que tous les soldats, moi je connais particulièrement les soldats sénégalais qui sont présents dans beaucoup de missions
des Nations Unies, c'est une aubaine pour un soldat d'aller dans une mission des Nations Unies parce qu'on revient, entre guillemets, riche quelque part, parce que les primes sont quand même assez importantes. Les États africains n'ont pas forcément les moyens de payer à cette hauteur-là leurs soldats. Là, il s'agit d'une mission qui rentre dans le cadre de la défense du territoire en question même. C'est pas des soldats camerounais qui vont au niveau de la Centrafrique, la MINUSCA, c'est différent, ou des soldats camerounais qui vont au Mali, etc. Là, je pense que le traitement est différent. Là, on vous dit de défendre le Cameroun. On va demander des bonnes conditions et défendre votre pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que, vu la difficulté de la mission, c'est quand même une lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, qui concerne également le Nigeria, une lutte qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. Est-ce qu'on ne peut pas penser que justement ces soldats soient légitimes à demander un alignement sur des primes que peuvent recevoir les soldats sous la bannière de l'ONU, justement? Non, je ne crois pas. Qu'ils demandent des primes, je veux être clair là-dessus. C'est légitime d'avoir des primes parce que c'est une mission exceptionnelle. Pour moi, quand il y a une mission exceptionnelle, là, c'est dans le cadre d'une force multinationale mixte, partagée avec un certain nombre d'autres pays. Donc là, la mission, elle est périleuse, elle est dangereuse. C'est contre le Boko Haram, etc. Donc là, en l'occurrence, par rapport à ceux qui sont restés dans les casernes, dans les camps, c'est normal qu'ils aient une prime en plus de leur salaire. Maintenant, aligner cette prime sur celle que les soldats des Nations Unies reçoivent, ça me semble quand même exagéré parce qu'on n'est pas dans le même contexte, c'est tout. Abdoulaye Touré, vous êtes d'accord avec Daouda? Je suis d'accord, mais je ne me prononcerai pas uniquement sur la légitimité de la prime. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut se discuter. Mais en fait, moi, ce que je vois, Sun Tzu disait, si vous voulez que les armées connaissent la gloire et le succès, il y a 5 choses qu'il ne faut pas perdre de vue. La doctrine, le temps, l'espace, la discipline et le commandement. Donc là, aujourd'hui, ce sont des soldats quasiment indisciplinés. On n'abandonne pas un poste pendant une période de ce genre-là. Mais le problème incombe aussi au management direct. Parce qu'aujourd'hui, quand on est commandant d'un certain nombre de troupes, on ne peut pas être pris au dépourvu pour une grève du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a eu des premiers signaux qui n'ont pas été traités. C'est qu'aujourd'hui, il y a une communication, un accompagnement qui peut être fait pour éviter ce genre de problème. Je peux comprendre effectivement quand on donne sa vie pour ce genre de situation, au moins pouvoir... Oui, et puis Oui, rapidement. Hein. Quelque chose, c'est que c'est important que ces soldats qui luttent contre Boko Haram soient bien traités, qu'on leur donne des avantages, en tout cas les conditions normales, de bonnes conditions pour pouvoir combattre. Rappelons-nous, au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des soldats qui avaient été démotivés, qui n'avaient pas les moyens, et c'est de là où est venu le mouvement islamiste ensuite. Donc pour éviter ça, il faut bien entendu bien traiter ces soldats, etc. Maintenant, la limite, c'est au même niveau que les soldats des Nations Unies ou pas, c'est là la question. Merci, nous avons marqué une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.